En manchette, cette semaine à Infocam, le Théâtre régional populaire fait un don de 4 500 $ à l'École des Trois Maisons Musique et Danse. Pour nous, l'École de musique était un organisme qu'on ciblait depuis le début. Et une discussion très informative avec M. Norbert Legros, évaluateur agréé, qui nous parle d'évaluation foncière, taxes municipales et autres sujets connexes. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Nous avons une émission assez particulière cette semaine car 2 fois plus tôt qu'une, nous avons eu la collaboration de M. Maxime Paradis du journal Le Placoteux. En première entrevue que nous allons écouter, il s'agit en fait du Théâtre régional populaire qui fait un don à l'École des Trois Maisons Musique et Danse de la Pocatière. Puis, de la façon que l'entrevue s'est déroulée, c'était très, très organique. Je filmais Maxime faire son entrevue pour le journal. Ensuite, j'ai rajouté moi-même une question, puis quelqu'un de l'assistance a rajouté une question. Comme façon de faire, honnêtement, c'était nouveau pour moi, mais c'était très fluide. Et puis, ça a donné une entrevue vivante que j'espère vous apprécierez. Donc, on remet aujourd'hui 4 500 $ à l'École des Trois Maisons. Pourquoi on avait choisi l'École des Trois Maisons au départ, Claude? L'idée, c'est qu'on cherche, pour chacune de nos productions, on cherche un organisme qui œuvre dans la région, qui contribue, comme je disais tout à l'heure en présentation, à la qualité de vie. Notamment, cette année, c'est la contribution à la vie culturelle. Alors, on a pensé... pour des raisons, entre autres, de proximité. Comme on produit à côté dans la salle de spectacle, on a pensé, évidemment, pour nous, l'École de musique était un organisme qu'on ciblait depuis le début. Alors, ça a été tout naturel de faire cette approche-là. Et il y a eu un bel échange aussi parce que les gens qui ont vu la pièce Médical Hôtel durant le mois de novembre ont pu voir le trio finalement de l'École des Trois Maisons qui a joué. Donc, c'est comme un beau retour d'ascenseur, François. Oui, tout à fait. On a fait... en fait, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. D'une part, on est vraiment choyés d'avoir été sélectionnés par Théâtre régional, tout d'abord, mais ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de faire la musique, travailler avec Claude, travailler avec l'équipe. Puis, on a eu trois beaux soirs de représentation quand même. C'était super. Puis, écoute, un chèque de 4 500, c'est un très beau cadeau pour nous. À quoi serviront ces sommes d'argent? Ça va servir à poursuivre les activités. On est dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Il faut augmenter. Tout coûte plus cher. On peut pas non plus augmenter les coûts indéfiniment, les coûts des élèves. Donc, ça va servir les coûts des factures aux élèves. Donc, ça va vraiment servir à payer les profs, payer l'équipe, puis stabiliser l'équipe. Maintenant, pour le Théâtre populaire régional, Claude, on travaille une 3e pièce ou est-ce qu'on a d'autres projets? Ben oui, on a d'autres projets, c'est sûr. Maintenant, on a pris une bonne période de repos. Ensuite, ça a été suivi de la période des fêtes. Là, maintenant, on s'y remet. On jongle avec quelques idées, évidemment, parce que l'échéance n'est pas collée sur nous, là, de toute façon. T'sais. Alors, on pense à quelques projets. Je suis en train d'évaluer ça avec nos partenaires proches, disons. Puis, une fois qu'on aura choisi, déterminé à la production, l'échéancier et tout, ben là, on contactera les gens pour former la troupe. Un peu comme on a fait les 2 dernières fois, là, c'est un peu notre modus operandi. Là. Une fois qu'on a choisi, qu'on a déterminé, puis quelles seront les principales collaborations, là, on peut convoquer, former la troupe et commencer le travail.
Et vous, de votre côté, on remet des sommes d'argent à un organisme, mais au final, ça prend quand même un petit budget de fonctionnement parce que vous êtes responsable de vos décors, des costumes et tout. Donc, c'est quoi le pourcentage que vous remettez sur vos recettes environ là, avec un spectacle comme celui qui a été, comme la pièce qui a été présentée l'automne dernier? Grosso modo, je dirais que c'est environ 25 %. OK. Parce qu'on se disait, par exemple... ça, on n'a pas encore on n'a pas 10 productions de profondeur pour faire, disons, une moyenne très, très juste. Mais depuis le début, les 2 premières productions, ça tourne à peu près autour de ça. Parce que, évidemment, comme tu le dis, Maxime, il faut payer les dépenses de production, ensuite se garder un fonds de réserve pour pouvoir repartir la prochaine production. Mais l'idée, c'est que une fois tout cela fait, on remet l'argent parce qu'on n'est pas là pour accumuler non plus des sommes d'argent. On figure que ça tourne autour d'à peu près 25 %. OK. Oui. Et l'automne dernier, c'était à 3 représentations. Ça a été très populaire. Combien de personnes en moyenne par représentation? 225 environ à chaque représentation. Cet après-midi, elle était la meilleure journée, je crois. Oui, ça a été bon. Alors, en tout, au total, là, ça tournait autour de 650, là, si on fait le total, grosso modo, de l'assistance. Donc, nous, on était très satisfaits. C'était... on essayait de faire une 3e représentation. On l'a fait en après-midi, le dimanche après-midi, et ça a très, très bien fonctionné. Donc, je pense que ça, c'est une idée à conserver pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Par rapport au théâtre régional, je veux dire, c'est quoi vos besoins? Est-ce que, tu sais, les gens qui participent, comment vous concevez vos pièces? Plus un peu d'en savoir sur votre organisme, comment vous fonctionnez? Bien, nous, à l'origine, l'idée, c'est que c'est un théâtre qui se veut communautaire. Donc, on recrute des gens qui sont intéressés à faire du théâtre, soit par le jeu comme tel sur scène, ou encore par les aspects de la production, par exemple ce qu'on appelle les artisans du théâtre. Donc, une fois que nous, on a choisi, par exemple, de monter telle ou telle pièce, bien, on recrute en fonction de ça. On invite, autrement dit, les gens à faire partie d'une production. Alors, ça prend un peu de disponibilité, évidemment. Hein? C'est une activité qui se veut de loisir, mais qui demande quand même de s'impliquer sur une certaine période de temps à cause des répétitions et de la préparation. Ce qui fait que ça prend un peu de disponibilité. La plupart de nos comédiens et artisans dans la troupe sont des gens retraités, des jeunes retraités, dynamiques et qui ont de la disponibilité. Mais pas tous. Mais pas tous, parce que quelques-uns, depuis les 2 premières productions, quelques-uns travaillent encore, soit à temps partiel ou soit sont des travailleurs autonomes, par exemple. Donc, ont la possibilité d'adapter leur horaire au rythme de préparation. Parce que dans une de nos collaborations, nos collaborateurs principaux sont le Cégep de la Pocatière, à date, et la Corporation régionale de la Salle-André-Gagnon. Ces collaborations-là nous permettent à nous d'avoir accès aux installations pendant la journée. Donc, on répète nos productions sur la scène de la salle. Donc, ça permet de répéter dans des conditions qui sont à la fois adaptées et sécuritaires, tu sais, pour les comédiens. Donc, on peut répéter comme ça pendant le jour et non pas le soir. Ça fait que c'est intéressant comme façon de fonctionner. Ouais. Voilà. Est-ce que, j'avais une petite question, mon école de musique, est-ce que c'était une première pour participer à un spectacle de théâtral? Ben, je pense que oui. Je sais pas. Bonne question. Moi, je pense que oui. Là. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est une première. Avant que j'arrive, je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres projets là, similaires, mais oui. Puis ça fait partie un peu de notre mission, nous autres aussi, hein, de collaborer avec des projets comme ça, parce que votre organisation est super, en fait. Là. Tu sais, c'est une organisation basée sur des bénévoles, essentiellement. On en a plus tant, là, tu sais, des organisations qui fonctionnent comme ça. Fait que la richesse de votre organisation, c'est vraiment
vous, les participants, qui faites vivre votre projet. Puis nous, ben, c'est super de collaborer à un projet comme ça. Là. Au-delà des revenus financiers, c'est le genre de projet qu'on aime faire parce que ça fait travailler nos profs, puis ça fait travailler notre équipe, puis ça met une bonne visibilité pour notre organisation. Puis c'est juste du beau. On dynamise le milieu culturel de la région, puis ça fait partie de notre travail. Moi, ça me rappelle l'époque que j'ai pas connue, mais les opérettes. Là. Il y en a plusieurs parmi vous qui étaient là. C'est au centre culturel, qui est la bibliothèque maintenant. Les opérettes, puis c'était une gang de tripeux, là, si on veut, là, qui décidaient de faire quelque chose ensemble. Mais c'est un peu ça qu'on retrouve aujourd'hui, puis c'est beau à voir. Puis moi, je souhaite un peu, quand je vais avoir du temps, quand je vais être un peu plus vieux, à la retraite peut-être, contribuer à ça, tu sais, continuer à faire vivre ça, parce que c'est beau. Puis, tu sais, votre génération, vous avez ça en dedans de vous, faire ces projets-là. Il ne faudrait pas que ça se perde, parce que c'est vraiment un plus pour une communauté, je pense. Oui, puis c'est intéressant d'apporter la dimension musicale à un spectacle de théâtre. Bien sûr, ça dynamise beaucoup le spectacle. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Puis ça nous permet justement, parce que l'idée, nous autres, c'est aussi de fédérer, si on veut, des expertises, des qualités, des qualifications régionales aussi. C'est des musiciens de la région qui jouent dans nos productions, là, principalement. Donc, comme les acteurs aussi, qui sont des gens qui habitent le Kamouraska. Donc, ça permet de fédérer ça, d'amener ça ensemble, de rendre ça, ben justement, l'idée, c'est que ce soit communautaire et à envergure régionale, d'où le nom de notre compagnie. C'est bon? C'est la meilleure entrevue que j'ai faite depuis que je suis Comme deuxième et dernière entrevue pour cette semaine, nous avons en fait, comme je vous disais en début d'émission, Monsieur Maxime Paradis du journal Le Placoteux, qui a fait une entrevue ici à nos studios de la télévision communautaire avec Monsieur Norbert Legros. Celui-ci est évaluateur agréé pour la Fédération québécoise des municipalités. Et il ne s'agit pas nécessairement d'une entrevue d'actualité, mais beaucoup plus d'information, qui est également disponible en version podcast sur le site web du Placoteux. Cette entrevue sert vraiment à démystifier les droits des citoyens, les taxes municipales, qu'est-ce que l'évaluation foncière, comment ça marche. Beaucoup de choses dans lesquelles je reconnais ne pas être un expert. C'est donc très informatif pour tous les propriétaires de terrains, de maisons, peu importe. Cette entrevue-là, elle est pour vous. Bonne écoute. Norbert Legros, évaluateur agréé au service d'évaluation foncière de la Fédération québécoise des municipalités. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est une année, encore une fois, Monsieur Legros, où les évaluations municipales retiennent l'attention parce que les gens reçoivent leur compte de taxes. Oui. Ils s'aperçoivent qu'il y a de grosses augmentations. Et qu'est-ce qui explique ça, essentiellement? Bien, dans un premier temps, la loi sur la fiscalité municipale nous oblige de faire l'équilibration des rôles d'évaluation. Donc, en début d'année, on fait l'analyse du rôle d'évaluation pour vérifier si le rôle est encore, mettons, à un niveau acceptable pour la taxation municipale. Puis, ces cycles-là, c'est aux 3 ans. Donc, à ce moment-là, comme dans le cas des rôles qu'on a déposés pour l'année 2024, on a fait l'exercice en janvier 2023. Et les rôles, ben, la majorité des rôles, je vous dirais, là, quasiment dans la grandeur de la province de Québec, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts entre la valeur marchande et la valeur au rôle d'évaluation. Donc, à ce moment-là, on se doit, en vertu de la loi, de faire l'équilibration du rôle d'évaluation. Donc, cette valeur marchande, quand on voit cette différence-là, c'est essentiellement en raison de la hausse du marché immobilier dans les dernières années. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. C'est en plein ça, parce que à la base, le rôle d'évaluation, on doit déterminer la valeur marchande à une date donnée. Cette date donnée-là est toujours 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. Donc, dans le cas des rôles 2024, cette date d'analyse-là, c'est le 1er juillet 2022. Okay. Donc, c'est ça qui explique. On sait que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que le marché immobilier a eu une forte augmentation. Il y a eu des secteurs plus forts que d'autres, mais c'est cette tendance-là qu'on a vue à la grandeur du Québec, là, qu'il y a eu des augmentations. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de refaire l'équilibration des rôles d'évaluation. Vous, du côté de la FQM, maintenant, vous êtes responsable de l'évaluation pour toute la MRC de Kamouraska, oui, de mémoire. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus
plus important que d'autres? Parce que c'est pas toutes les municipalités, de toute manière, qui ont refait leur rôle d'évaluation cette année. Non, c'est que, comme je vous expliquais, c'est que les rôles d'évaluation ont une vie de 3 ans. Donc, tout dépendant du cycle du rôle. Comme là, les rôles qui ont été faits, c'est pour les rôles 2024, 25, 26. L'an dernier, on en a déposé d'autres. L'année prochaine, on va en faire d'autres. Donc, mais la date de référence change toujours à ce moment-là. C'est comme je vous le disais, c'est toujours, 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. Donc, c'est toujours le juillet là, de l'année, un an et demi avant. Là. Okay. Donc, les rôles 2025, ben, ça va être juillet 2023. Le rôle 2024, c'est juillet 2022. Les rôles qu'on a faits en 2022, c'est juillet 2020, etc., etc. Donc, au Kamouraska, il y a Saint-Pascal, par exemple, que le rôle a été revu cette année. Cette année, oui. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait un peu c'est quoi l'augmentation moyenne qu'on observe, par exemple? On parle... le rôle d'évaluation, dans un premier temps, pour expliquer très rapidement, c'est quoi? C'est que c'est l'ensemble des évaluations de toutes les propriétés du territoire. Donc, ça comprend les maisons, les chalets, les terrains, l'industriel, le commercial, les églises, les bâtiments municipaux, etc. Tout ce qui compose l'immobilier. On a un document qu'on appelle le sommaire du rôle d'évaluation qui vient nous résumer l'ensemble de tous ces immeubles-là. Dans le cas, exemple de Saint-Pascal, on avait une évaluation au rôle d'évaluation d'environ 318 millions. OK. Ça, c'était le rôle en date de juillet 2019. Okay. Mais en référence à l'automne 2023, mais en tenant compte du marché de juillet 2019. Dans le cas de Saint-Pascal, l'équilibration du rôle nous a monté aux alentours de 420 millions, ce qui fait une différence d'à peu près 1,33 %. À peu près multiplié par 1,33. Et ce 1,33-là, ben, c'est exactement, plus ou moins, l'augmentation du marché par rapport, quand on fait le comparatif entre qu'est-ce qui est inscrit au rôle versus les ventes, qu'est-ce qu'on appelle la médiane. Ça vient nous donner le niveau de qualité du rôle et c'est tourné aux alentours de ces chiffres-là. Donc, quand on parle de valeur uniformisée, parce que sur votre compte de taxes, vous avez la valeur au rôle à laquelle la municipalité vient charger des taxes, mais vous avez aussi en dessous qui est marqué valeur uniformisée. Cette valeur uniformisée-là, elle sert aux commissions scolaires. Elle sert à la municipalité à payer ses quotes-parts à la MRC, ses quotes-parts de police, tout ce qui est à l'extérieur de la MRC, c'est pour venir ramener toutes les municipalités au même niveau à cette date-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur uniformisée. Dans le cas de la valeur uniformisée du rôle, exemple de Saint-Pascal, avant qu'on équilibre le rôle, si on appliquait le facteur de comparatif pour ramener la valeur uniformisée, on arrivait à 413 millions. 414 millions à peu près. Et là, on a refait le rôle d'évaluation. Et en valeur marchande et uniformisée, parce que là, on a corrigé on a fait des correctifs, on est réduit à 413 millions. Donc, il y a à peu près 1 million de différence. Donc, on voit que l'exercice d'équilibration du rôle a corrigé les écarts qu'il y avait selon les catégories des immeubles. Si on prend une maison typique, par exemple, les gens vont recevoir leur compte de taxes, ils vont voir la nouvelle valeur qui est inscrite au rôle d'évaluation. Il y a une forme de méconnaissance des fois. Les gens sont pas en mesure d'expliquer pourquoi il va y avoir une augmentation. On l'a signifié tout à l'heure en début d'entrevue. Le marché immobilier va avoir une incidence. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer ça dans l'évaluation? Ben, c'est le marché. Donc, à ce moment-là, tout dépendant de la localisation de l'immeuble, parce que chaque caractéristiques des immeubles. Chaque propriété a des caractéristiques, donc la grandeur du bâtiment, l'âge du bâtiment, la grandeur du terrain, sa localisation, est-ce qu'elle a une vue, elle n'a pas de vue, les services, est-ce qu'il y a des services d'aqueduc égout, pas de services, est-ce qu'elle est dans le fond d'un rang, est-ce qu'elle est voisine d'une industrie, mettons, qui fait beaucoup de... Donc, dans le fond, c'est toutes les incidences que le marché immobilier fait. Okay. Donc, la question... que nous, on recommande aux gens quand ils se posent la question « Comment ça que mon évaluation est montée comme ça? » La première question, c'est « Est-ce que ma maison ma propriété vaut le prix que l'évaluateur l'a évalué en date de juillet 2022? » Si oui, si, mettons, vous auriez été capable de transiger à ce montant-là,
notre job est bien fait. Donc, dans le fond, c'est que notre travail, c'est ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des propriétés c'est des catégories. Donc, on comparera pas, mettons, une maison 2 étages avec un bungalow d'un étage. On comparera pas une terre agricole avec une qualité de sol, mettons, qui est très performante pour la culture versus une terre agricole qui est pleine de roches. Oui. Donc, c'est vraiment... Une terre agricole sur le littoral versus une terre agricole dans l'arrière-pays, dans l'arrière-pays, c'est ça. Puis aussi, par rapport à ça, chacun des dossiers, on a le descriptif parce que la loi sur la fiscalité municipale nous oblige à tous les 9 ans à faire le maintien d'inventaire. Donc, on a le descriptif complet des bâtiments. Donc, on sait les grandeurs, on sait les travaux qui ont été faits dans les propriétés, la toiture a été changée telle date, la cuisine a été changée telle date, les revêtements de plancher, etc., etc., etc. Donc, à partir de ces informations-là, bien, on a un bon portrait de l'immeuble. Puis aussi, dans le processus municipal, quand les gens font des travaux, bien, ils demandent des permis de construction. Donc, nos techniciens vont visiter les immeubles et y mettre les dossiers à jour. Donc, en pratique, les informations qu'on a dans nos dossiers, bien, sont complets. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet de déterminer la valeur marchande des immeubles à ce moment-là. Donc, un propriétaire doit comprendre que les interventions qu'il fait sur sa maison et aussi ce qui se passe chez son voisin, par exemple, ça peut avoir une incidence au final sur l'évaluation de son domicile. Qu'est-ce qui se passe chez le voisin? C'est surtout les transactions. Ouais. Donc, à ce moment-là, un des travaux qu'on a à faire, c'est d'enquêter les transactions. Donc, à tous les jours, quand les gens vont chez le notaire pour signer des contrats, le contrat est déposé au registre foncier et à tous les jours, on a des copies de contrats qui entrent dans les services d'évaluation et le service d'évaluation va faire des changements de nom. Donc, mettons, M. X vend M. Y, bon, mais ils font les changements de nom. Et si c'est une vente qui semble bonne, bien à ce moment-là, elle est envoyée pour faire une enquête. Donc là, on a des personnes qui vont aller visiter la bâtisse, qui vont aller voir qu'est-ce qui s'est vendu. Au moment de la vente, ça représentait quoi? Et ils vont poser des questions. Y a-t-il des liens de parenté? Y a-t-il des meubles? Y a-t-il des équipements? Parce qu'il faut comprendre qu'en évaluation municipale, on n'évalue pas les équipements. Donc, on va venir faire l'analyse des transactions, puis c'est ces analyses-là qui vont nous servir à évaluer le reste des ensembles, des propriétés. C'est sûr qu'une transaction ne fait pas le marché, mais quand il y a une tendance, à un moment donné, on se rend compte que c'est là que nous, notre travail en tant qu'évaluateur, qu'on vient déterminer les valeurs à partir de ce marché-là. Les gens qui vont recevoir leur compte de taxes au cours des prochaines semaines, ils vont voir la nouvelle valeur dans les municipalités où les rôles ont été revus. S'ils veulent contester, s'ils ne sont pas d'accord avec la conclusion avec laquelle vous êtes arrivé, c'est quoi les recours qu'ils ont? Bon, dans un premier temps, il faut comprendre que qu'est-ce qui est contestable, c'est l'évaluation et non le compte de taxes. Parce que la municipalité, elle travaille avec le résumé des valeurs que je vous parlais tout à l'heure de l'ensemble de la municipalité. Donc, elle a un budget X, elle a une assiette de taxation qui est le rôle d'évaluation. Après son budget, elle divise par l'évaluation. Ça lui donne son taux de taxation. Et elle, à ce moment-là, à partir de là, elle va aller charger les taxes par rapport à chaque évaluation qu'on fait. Donc, l'évaluation, le but d'un rôle d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'équité horizontale. On essaie de garder une équité envers chaque immeuble. Donc, le propriétaire qui reçoit son compte de taxes, bien, il y a un montant de taxes par rapport à sa valeur. Si sa valeur, il considère que la question que je vous posais tout à l'heure, qui disait « je suis pas capable de vendre à ce prix-là », bien, il y a une raison peut-être. Donc, à ce moment-là, dans un premier temps, on invite les propriétaires à communiquer avec les municipalités. Nous, on offre le service, on appelle ça des demandes informelles. Dans un premier temps, on a des gens de notre organisation qui vont appeler ces propriétaires-là, qui vont jaser avec eux autres pour savoir pourquoi qui pensent que leur maison vaut pas ça. Exemple, c'est une maison qu'on a visitée il y a 6 ans, puis la toiture est finie, l'eau rentre dans la cave, puis il y a des problèmes avec la maison, puis on n'a pas cette information-là. Bien là, c'est sûr que c'est des informations qui nous permettent de venir modifier le rôle d'évaluation pour considérer ces problématiques-là. Donc, à ce moment-là, ben, le propriétaire va parler avec une personne de notre service et si
elle considère que les informations sont correctes, mais ça va s'arrêter là. Et si elle se dit non, il n'est pas d'accord avec l'avis de notre technicien ou de notre évaluateur avec qui il va parler, bien, il y a la procédure de la demande de révision. La demande de révision, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut la faire avant le 30 avril. Mais ça devient une demande de révision, c'est une activité administrative. Il y a des frais à ça. Donc, la plupart du temps, c'est marqué sur le compte de taxe, le montant qui doit être déposé pour la demande de révision. Suite à la demande de révision, là, il y a un évaluateur qui va aller visiter la propriété, qui va aller rencontrer le propriétaire, qui va faire une analyse pour vérifier est-ce que l'évaluation est représentative du marché. Si la réponse est oui, l'évaluateur va faire la réponse qui ne bouge pas la valeur. Et si la réponse est non, bien là, il va faire une recommandation, soit à la baisse, soit à la hausse, parce que ça peut arriver aussi. Parce que c'est un couteau à deux tranchants, là, quand on fait une demande de révision. C'est pas à deux tranchants. Ça peut arriver que la personne nous appelle pour nous dire qu'elle n'est pas assez évaluée. Ouais. Ça arrive ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Okay. Donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, si la personne n'est pas satisfaite de cette réponse d'évaluateur-là, là, il y a un autre cours qui s'appelle le tribunal administratif, que là, ça va être un juge qui va trancher entre les prétentions de l'évaluateur versus du propriétaire. Il y en a souvent des demandes comme ça de révision? Des demandes de révision, on a à peu près tout le temps, peut-être bon an, mal an, mettons la MRC Kamouraska, on peut en avoir peut-être une quinzaine, vingtaine par année à peu près là, okay. de demandes de révision. Des demandes informelles, on en a plus. On peut parler à peu près peut-être ça dépend des années, ça dépend des catégories d'immeubles, ça dépend de bien des choses. Comme l'an dernier, on a connu, je sais pas si les gens se souviennent, à peu près dans ce ici, ça avait passé dans les médias, les lots à bois. Dans ce côté Saint-Onésime-d'Ixois. Saint-Onésime, Saint-Gabriel, ce kit, c'est les lots à bois qui avaient monté énormément. Mais ça, c'est pas dire que l'évaluation avant était pas bonne. C'est que le marché, quand on a refait le rôle, parce que c'était des rôles, dans ces municipalités-là, il y avait des rôles qui avaient été faits depuis 6 ans. Parce que l'évaluateur, il y a 3 ans, avait décidé de reconduire le rôle. Donc, la date de marché n'avait pas changé. Donc, la nouvelle date de marché faisait que les lots à bois, vous savez que depuis certaines années, ça a monté beaucoup. Donc, il y a eu une forte augmentation. Mais il y a eu des demandes d'information parce que dans le cas des lots à bois, la problématique qu'on a, c'est que si le propriétaire a fait faire bûcher son lot à bois, mais qu'il n'a pas avisé, à ce moment-là, un lot à bois qui est, mettons, 100% boisé, puis qu'il en coupe 50%, mais ça vaut pas le même prix. Donc, ça c'est des correctifs qu'on peut faire suite à ça. Donc, tout dépendant des catégories d'immeubles, à tous les ans, ça change tout le temps. C'est pas les mêmes catégories d'immeubles qui reviennent d'année en année, mais le travail de demande informelle se fait, puis nous, au même titre que le contribuable a jusqu'au 30 avril pour faire sa demande de révision, nous, on s'arrange pour être capable d'y parler avant. C'est sûr, parce qu'on aime toujours mieux que de régler le dossier de manière informelle que de commencer à rentrer dans le processus administratif, parce que le processus administratif, il y a des frais pour la municipalité. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on est capable de le régler ça avant, mais les municipalités apprécient énormément. Norbert Legros, évaluateur agréé pour la Fédération québécoise des municipalités. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Plaisir. Merci. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.